Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023 qui reçoit pour vous aujourd'hui sur ces plateaux un ancien porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, actuellement député national élu du Sankuru. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Lambert Mende Omalanga à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, dans l'actualité, considérez-vous que les confessions religieuses ont échoué dans leur mission de désigner leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante? Je ne sais pas dire si elles ont échoué, parce qu'on vient de leur donner encore une possibilité de trouver un accord, mais ce qui est vrai, c'est qu'elles ont retardé le processus, parce que cela fait belle lurette qu'on attend qu'elles puissent désigner les deux personnalités qui devraient les représenter, notamment à la tête de la commission et au sein de la plénière de celle-ci. Et manifestement, ces confessions religieuses restent divisées pour des raisons qu'il m'est difficile de comprendre, dans la mesure où nous sommes en face de pères spirituels desquels nous attendons plutôt un exemple de conciliation, d'humilité, et qu'ils ne nous envoient pas. Et donc, je suis plutôt déçu de cette attitude et j'espère vivement que le dernier délai que le président de l'Assemblée nationale vient de leur accorder avant que la commission paritaire ne puisse proposer à la plénière une solution qui nous permette d'avoir cette commission mise en place dans des délais qui nous permettent d'espérer des élections en 2023 sera respecté. Alors, vous l'avez dit tantôt, ces processus de désignation des animateurs de la CENI au sein de la plateforme de confession religieuse leur divisent donc, mais que faire pour s'en sortir? Ou comment faire pour qu'ils s'en sortent? Je pense que d'après la loi elle-même, qui organise la Commission électorale nationale indépendante, ces désignations se font par consensus. C'est ce que nous avons fait à notre niveau, au niveau des acteurs politiques. Et pour eux, c'est un consensus qui est requis. Et en cas de non-consensus, naturellement, dans une démocratie, on passe à un choix démocratique, c'est-à-dire le vote, qui permet de dégager une majorité sur laquelle on devra pouvoir se positionner pour prendre une décision. Mais avant d'en arriver là, vous souhaiterez? Nous souhaitons sérieusement qu'ils arrivent à un consensus. C'est la meilleure façon de faire, à mon avis. N'y a-t-il pas une influence politique? Les influences politiques sont inévitables dans une institution comme la Commission électorale nationale indépendante. Les gens ont leur position, ils ont leur façon de voir. On ne peut pas empêcher à un membre d'une confession religieuse d'avoir des sentiments. Naturellement, la politique, à mon avis, c'est aussi un problème de perception, de sentiments. On ne peut pas dire que c'est Dieu le Père qui descend ou le Saint-Esprit lui-même, bien que le Saint-Esprit les inspire. Mais ce sont des hommes de chair, comme vous et moi, qui peuvent avoir leurs sentiments. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les inviter instamment à pouvoir surpasser ces sentiments qui semblent les animer et qu'ils sont jusqu'à présent incapables de surpasser dans l'intérêt supérieur de la nation. Puisque la République démocratique du Congo a aujourd'hui besoin de mettre en place sa commission électorale nationale indépendante, puisque sans cela, il y aura des impacts sur le déroulé du calendrier électoral. Et par la suite, on va devoir se plaindre des retards que les choses vont prendre. Mais si au départ, on n'a pas pris la bonne décision de faire démarrer le processus à temps, il est évident que l'impact à l'arrivée sera constaté en termes de retard que nous ne souhaitons pas. D'une part, la dissension observée à la plateforme de confession religieuse, de l'autre côté, des appels à la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle option lever afin de mettre tout le monde d'accord? La dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante
peut être envisagé de plusieurs manières. Nous l'envisageons du point de vue de la neutralisation mutuelle, c'est-à-dire que la présence de toutes les forces dans la commission permet de dépolitiser ou de neutraliser politiquement celle-ci, dans la mesure où il y a une sorte de surveillance mutuelle entre les uns et les autres. Mais dire que l'on peut arriver à trouver dans ce pays qu'est la République démocratique du Congo des personnalités totalement dépouillées de tout sentiment politique, de toute préférence politique, je pense que ce n'est pas demain la veille. Non, non, je ne pense pas que c'est impossible, mais je pense que c'est difficile. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale, comme pouvoir législatif, a pu penser que cela était possible en l'état actuel du corps social congolais. C'est pourquoi il a été décidé de mettre en place une commission dans laquelle se retrouvent aussi bien des personnalités désignées par la majorité que d'autres désignées par l'opposition, ainsi que celles désignées par la société civile. C'est la meilleure façon de neutraliser politiquement une instance comme celle-là. Alors, avant d'évoquer cette question autour de la commission paritaire mise à l'Assemblée nationale, certains observateurs pensent que finalement, il faudrait laisser au ministère de l'Intérieur l'organisation des élections. Êtes-vous d'avis? Je ne suis pas très éloigné de cette solution lorsque je vois les retards auxquels nous sommes obligés de nous astreindre du fait du comportement des confessions religieuses. Parce que nous avions cru que les confessions religieuses étaient parmi les instances les moins politisées de ce pays. Or, nous constatons que c'est elles qui nous obligent aujourd'hui à devoir attendre, et de manière totalement inattendue, une solution de leur part, alors que les acteurs politiques semblent pouvoir se mettre d'accord assez rapidement. C'est des confessions religieuses que nous arrivent justement ces querelles où l'on semble de plus en plus confondre ce qu'on peut considérer comme une altérité idéale au niveau des idées avec une hostilité individuelle où les gens confondent les idées avec les personnes et donc sont politisés ou plus que politisés. Et donc, à mon avis, on est en droit de se poser la question si la solution ne serait pas de remettre tout le processus entre les mains d'une administration qui, comme dans tous les autres pays, fonctionne sous la direction du ministère de l'Intérieur. Et on pourrait à ce moment parler de l'indépendance de l'organisation des élections? Mais l'administration est indépendante par définition. Vous savez, les fonctionnaires ne sont pas des personnalités qui sont élues, ce sont des gens qui font carrière, qui sont souvent recrutés sur concours et qui n'appartiennent pas à des partis politiques comme tels. Il suffit de faire en sorte que notre administration puisse répondre à ces critères-là et nous y serons. Nous ne serons pas le premier pays à organiser les choses de cette manière-là. Au contraire, nous sommes un des rares pays à être sortis de ce système, de confier l'organisation des élections à des fonctionnaires assermentés et qui doivent absolument faire preuve de neutralité. Mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui que l'organisation des élections soit faite par la Commission électorale nationale indépendante? Je ne regrette pas, mais je constate que peut-être nous avons peut-être voulu mettre la charrue avant les bœufs, dans la mesure où ceux de qui nous attendions une dépolitisation effective, une neutralisation politique effective de la Commission électorale nationale indépendante, nous déçoivent par leur attitude extrêmement politisée, extrêmement passionnée, plus passionnée même que nous, les politiques, qui, par définition, pouvons jouer avec ces critères-là. Et nous constatons aujourd'hui que nous avons certainement nous sommes allés trop vite en besogne. Et que par conséquent, devant cette difficulté, il va falloir que le législateur raisonne autrement. Alors, vous avez dit tantôt que la commission mixte
paritaire chargée de validation des candidatures des délégués à la Commission électorale nationale indépendante a été mise en place. Est-elle vraiment paritaire sans l'approbation des directoires des principales forces de l'opposition, à savoir le Front commun pour le Congo et l'AMOCA? La commission paritaire est une catégorie légale, madame. C'est la loi sur la CENI qui prévoit que une commission paritaire constituée par des représentants de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale et de la majorité au sein de l'Assemblée nationale puisse recevoir, pas prendre des décisions, mais recevoir les décisions qui proviennent des composantes chargées de désigner les membres, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, faire ce travail par 500 députés nationaux, encore qu'on peut le faire, mais je ne pense pas que ce serait quelque chose de malléable, pratiquement. C'est pourquoi l'Assemblée nationale se fait représenter par une commission qu'elle met en place et qui travaille à recevoir ces candidatures simplement pour vérifier la conformité des choix qui ont été opérés par les différentes composantes avec la loi organique organisant et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Par exemple, est-ce que deux composantes n'ont pas envoyé deux personnalités appartenant à une même province? Ceci est interdit par la loi. Est-ce qu'une composante n'a pas envoyé une personnalité qui ne répond pas au critérium légal établi par la loi organique? C'est aussi une autre condition. Donc, je ne pense pas que le rôle de la commission paritaire soit aussi déterminant que cela, puisque la commission paritaire fait rapport à la plénière de l'Assemblée nationale qui va prendre la décision d'entérinement. L'Assemblée nationale ne se substitue pas aux composantes et la commission paritaire ne se substitue pas à l'Assemblée nationale. C'est une délégation de pouvoir. Donc ne donnons pas trop de pouvoir à la commission paritaire. C'est l'Assemblée nationale qui a reçu mandat d'entériner les choix pour autant que ces choix sont conformes à la loi qui a été votée, promulguée et qui aujourd'hui organise le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Quel serait aujourd'hui l'inconvénient si, par exemple, dans cette commission mixte paritaire, on n'y retrouve pas l'opposition? C'est la volonté de l'opposition de participer ou de ne pas participer à une telle commission paritaire, encore que je ne pense pas que l'opposition ou la majorité ou n'importe quel député ait le pouvoir d'imposer au pays son tempo. Ce n'est pas parce que je ne suis pas content de la façon dont une commission travaille que je dois l'empêcher de travailler. Je pense que l'Assemblée nationale est une institution qui est le produit de la volonté du peuple congolais tout entier et qui n'est pas à la disposition des coteries politiques ou des coteries provinciales ou particulières, de sorte que des gens puissent se mettre d'accord par la politique de la chaise vide, de l'empêcher de réaliser son travail. Parce que si demain, le moment arrive où des élections doivent avoir lieu et qu'elles n'ont pas lieu, je pense que le reproche sera fait à l'Assemblée nationale de ne pas avoir assumé sa mission d'entériner les choix qui viennent des composantes politiques. Rien n'empêche même une composante de ne pas présenter ses candidats, de prendre le temps qu'il faut pour le faire, si elle a besoin de plus de temps que d'autres, mais ce que nous contestons, c'est l'idée de bloquer l'institution Commission électorale nationale indépendante, parce que soit on n'est pas prêt soi-même à aller aux élections, ou parce qu'il y a des raisons subjectives. Vous estimez que ceux de l'opposition n'y sont pas encore prêts? Je ne dis pas cela. Peut-être qu'il y a des raisons tout à fait valables pour ces gens-là de ne pas présenter leurs candidats, mais est-ce que cela doit bloquer le fonctionnement normal des institutions? Puisque le peuple congolais, dans sa souveraineté, a décidé qu'en 2023, nous devons avoir des élections. Et vous et moi, nous savons que si nous ne mettons pas en place cette commission électorale nationale indépendante
dans les temps requis, c'est-à-dire maintenant, nous risquons d'assister à ce phénomène que tout le monde aborde aujourd'hui, le glissement. Nous ne voudrions plus vivre cela, d'autant plus que ça peut nous mener à des débordements que personne ne sera en mesure de contrôler. De sorte que si le plus grand nombre des composantes peut se mettre d'accord sur le choix des personnes qui les représenteraient, et pour autant que ces personnes seraient capables de remplir le quorum de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, cette commission peut très bien fonctionner. Il en est de même d'un gouvernement. Nous avons tous vu, lorsque M. Laurent-Désiré Kabila est venu ici, il n'avait pas l'habitude de mettre en place un gouvernement complet avec tous les ministères. Il lui arrivait, comme président de la République, de nommer, par exemple, 5 ministres, d'attendre un mois et de nommer 3 autres, d'attendre encore 2 semaines, d'en nommer encore 3, mais le gouvernement était en train de travailler. Du coup, ça ne vous dérange pas que l'opposition n'y soit pas? Ça nous dérange, mais ça nous dérangerait encore beaucoup plus si on empêchait la commission de commencer le travail de préparation des élections pour que celle-ci ait lieu en 2023. C'est ça qui serait vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter. Mais au regard de tout ce qui se passe, s'achemine-t-on vers un scénario où le quota de l'opposition restera vacant? Non, je ne pense pas que le quota restera vacant. Je pense qu'ils sont tous intéressés à participer à cette opération de contrôle des opérations électorales et que tôt ou tard, ils parviendront à se mettre d'accord. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils auront à en assumer la responsabilité devant leurs membres et devant l'opinion publique. Il n'appartient pas à d'autres composantes qui seraient majoritaires alors d'assumer la responsabilité de groupes qui seraient minoritaires par rapport à un retard comme celui-là qu'aucun groupe de la population congolaise ne souhaite aujourd'hui. Chacun doit pouvoir s'assumer. Alors, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi redoute un débauchage. Ces pratiques ont été décriées avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Arrivons-nous un jour à un réel changement dans ces pays? Je pense qu'ils ont à expliquer ce qu'ils entendent par débauchage, aussi bien avant qu'après. Nous n'avons pas très bien compris le sens qu'ils mettent derrière ce mot. Lorsqu'on perd une élection, on parle de débauchage. Lorsqu'on ne joue pas le rôle qu'on souhaite jouer, on parle de débauchage. Je pense qu'il leur appartient d'expliquer très bien ce dont il s'agit. Et après tout, nous avons des juridictions, aussi bien de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif, devant lesquels ces problèmes peuvent être posés. Ils ne peuvent pas être en même temps eux-mêmes juges et partis. S'ils s'estiment victimes de débauchage, ils peuvent saisir les juridictions compétentes, parce qu'on n'a pas dit que là, les décisions... Là, c'est un conseil que vous donnez? Pardon? C'est un conseil que vous donnez? C'est un conseil que je donne, ça dit qu'il ne faut pas soi-même décider qu'on est victime d'une injustice et se rendre justice à soi-même. Il faut recourir à des instances qui sont appelées à rendre justice, puisque là, nous serions dans la jungle. Si chacun doit décider que quelqu'un lui a fait du tort et lui-même décider de se rendre justice à lui-même, nous ne serions plus dans un état de droit. Donc je pense qu'ici, nous devons fonctionner conformément aux principes qui guident un état de droit. Vous vous estimez victime d'une injustice, saisissez les juridictions qui sont compétentes. C'est ça l'état de droit. Ce n'est pas à vous-même à décider qu'on vous a fait du tort et que vous avez à vous rendre justice à vous-même. Alors, deux voix ne cessent de s'élever pour exiger une CENI totalement dépolitisée, bien que promulguée par le chef de l'État. Aujourd'hui, un dialogue est-il une nécessité pour sortir de cette sorte d'impasse? Le débat me paraît déplacé au niveau temporel. Ce débat était justifié avant que la représentation nationale ne puisse se prononcer définitivement sur cette question. La loi est venue au Parlement, nous en avons débattu au niveau de l'Assemblée nationale
elle est montée en seconde lecture au niveau du Sénat. C'est à ces niveaux-là que le débat a lieu. Et puis elle est allée sur la table du président de la République qui avait la possibilité de renvoyer pour une seconde lecture sur base de ces remarques-là. Maintenant, la loi a été promulguée. Elle reflète le choix de la majorité de ceux qui ont été désignés par le peuple souverain pour légiférer. Et il n'appartient pas à un groupe d'individus de remettre en cause une loi que nous devons simplement mettre en application. Et c'est ça, et c'est le moment de dire, avec les préceptes des latinistes, dura lex, sed lex. Elle est dure, mais c'est la loi. On l'applique, pas parce qu'elle vous plaît, mais parce que c'est la loi. C'est pendant le processus de législation que ces problèmes-là peuvent se poser. Donc je ne pense pas que c'est le moment de venir poser les problèmes du contenu d'une loi qui a déjà été promulguée. Donc, ce n'est plus prioritaire de parler en ce moment de la dépolitisation de la CENI. Il n'est plus approprié de parler du contenu d'une loi qui a été promulguée, qui existe et qu'on doit simplement appliquer. Le rôle d'un bon citoyen, c'est d'exécuter la loi, d'exécuter les lois de son pays. Pas de reposer, parce qu'un citoyen en lui-même ou un groupe de citoyens en eux-mêmes ne constitue pas le législateur. Ils ne peuvent pas se déclarer eux-mêmes représentatifs du corps législatif national. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui constituent le pouvoir législatif. Ils ont décidé, et vous savez que les lois commencent toujours comme ça, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue. Alors, il n'y a pas un individu qui va venir au-dessus de l'Assemblée nationale et du Sénat et du président de la République pour dire « je ne suis pas d'accord avec l'Assemblée nationale ». C'est trop tard. Donc ça n'aurait pas de sens, c'est trop tard. C'est pendant le débat à l'Assemblée nationale que ces questions auraient pu être soulevées. Donc, il n'est pas question de venir soulever des débats sur une loi qui est déjà promulguée après la promulgation de la loi. Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus une possibilité de remettre sur table pour essayer de s'accorder avec ceux qui pensent qu'il y a dépolitisation. Non. Il y a politisation de la CENI. Sinon, ça ne serait plus un état de droit. Ce serait un coup d'État, au sens légal du terme. Ce serait une injure, d'ailleurs, à l'état de droit. Un autre point, c'est la loi électorale, toujours pas débattue à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque? La loi électorale sera débattue, mais vous voyez vous-même les difficultés auxquelles nous devons nous confronter pour mettre en place une loi d'accompagnement comme celle de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne doute pas que la loi électorale soit déjà dans le livre bleu de l'Assemblée nationale. Pourtant, l'Union sacrée pour la nation est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, mais même dans l'Union sacrée pour la nation, vous venez d'invoquer vous-même des partis membres de l'Union sacrée qui remettent en cause une disposition légale que l'Union sacrée a massivement votée au niveau de l'Assemblée nationale, mais où certains membres, peut-être de l'Union sacrée, ne retrouvent pas leurs intérêts. Nous sommes dans le monde des hommes. Et si nous ne faisons pas en sorte de placer certains principes au-dessus des individus que nous sommes, je pense que nous ne sortirons pas de l'auberge. Mais sur cette loi électorale, qu'aimeriez-vous voir comme changement? Certaines choses doivent être revues, à mon avis, notamment dans les élections au niveau provincial. Par exemple, l'élargissement du corps électoral pour le choix des gouverneurs. Le corps électoral me paraît par trop étriqué au niveau de cette élection indirecte. Soit on élargit le corps électoral, soit on fait en sorte que, à ce niveau-là, on puisse avoir une élection au suffrage universel direct, ce qui permettra de réduire la corruptibilité de ce processus, parce que nous en voyons les conséquences au niveau de l'ingouvernabilité de la plupart de nos provinces aujourd'hui. Alors, la proposition de loi sur le verrouillage de l'accès à certaines fonctions, notamment la présidence de la République, y a-t-il l'opportunité aujourd'hui de débattre sur ces sujets? La décision de l'opportunité de l'examen d'une loi ou d'une proposition ou d'un projet de loi appartient à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il n'appartient pas à
monsieur tout le monde de décider de l'opportunité ou de l'inopportunité d'examiner un projet ou une proposition de loi. D'abord, la Constitution prévoit que chaque député, chaque sénateur a la possibilité de proposer une proposition de loi, et l'Assemblée nationale a un règlement intérieur dans lequel il est prévu les mécanismes d'examen de l'opportunité de l'examen d'une proposition de loi. Maintenant, il y a des secteurs qui n'appartiennent même pas à l'Assemblée nationale et qui prétendent que ce projet ou cette proposition dont vous parlez ne devrait même pas faire l'objet d'un examen. C'est une injure à l'Assemblée nationale. C'est une injure au Sénat. C'est une injure au peuple congolais que de lui dire, moi, monsieur X, moi, monsieur Y, ou bien nous, groupe d'individus X ou Y, nous vous interdisons de réfléchir à l'avenir de vos institutions. Cela ne peut être accepté dans un état de droit. Je ne parle pas du contenu de la loi, oui, mais l'opportunité d'examiner un projet appartient à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Vous estimez que c'est opportun d'en parler? C'est opportun, n'importe quelle loi. Moi, je suis un libre exaministe. Je suis un produit de l'Université libre de Bruxelles. Que vous pensiez des choses contraires à ce que moi je pense ne m'autorise pas à vous empêcher d'exprimer ce que vous pensez. Quitte à moi à vous rencontrer dans le débat. Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un d'exposer une idée parce que je suis contre cette idée. Ça n'a aucun sens, à mon avis. Question de curiosité, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Joseph Kabila? Mais je n'ai pas de relations d'inimitié avec le président Joseph Kabila, sénateur à vie aujourd'hui, ancien président de la République, qui est un homme d'une intelligence remarquable, un homme avec qui j'ai travaillé et que j'ai appris à beaucoup respecter, même si j'ai été victime d'un certain entourage autour de lui qui m'a amené à prendre les décisions avec le groupe auquel j'appartiens, que nous avons prise d'adhérer à l'Union sacrée pour la nation. Mais le président Joseph Kabila, comme individu, a tout mon respect. Vous êtes toujours en contact? Non, je n'ai pas de contact avec lui. D'abord, c'est un homme très taiseux. Ce n'est pas facile, surtout depuis qu'il n'est plus aux affaires. Je pense qu'il s'occupe de ses fermes et de ses affaires. Ça vous inquiète? Pourquoi ça devrait m'inquiéter? Il a ses choix. C'est un homme qui est jeune, qui a le temps avec lui. Que doit faire l'Union sacrée pour éviter un destin semblable à celui du FCC? Je pense qu'il faut élaborer ce que nous pouvons appeler des projets qui nous mettent ensemble, et il faut surtout des mécanismes qui permettent de rendre possible la libre expression des idées au sein du groupe, avec un respect mutuel entre les différentes composantes du groupe. Et je pense que tout le reste va aller tout seul. Et en ce moment, comment ça évolue? Ça évolue dans ce sens-là. Vous voyez bien que nous avons des débats, que nous sommes parvenus même à nous mettre d'accord pour dégager des représentations beaucoup plus rapidement à 250 députés de l'Union sacrée pour la nation qu'à 8 confessions religieuses. Donc, c'est vous dire cette union sacrée est composée d'hommes de raison qui savent placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut poursuivre. Donc, à ce stade, on peut dire que l'Union sacrée pour la nation a une longue vie. Je l'espère. Je pense que les choses se passent plutôt bien, à mon avis, jusqu'à présent. Êtes-vous certain qu'il y aura des élections en 2023? Nous voulons faire en sorte qu'il y ait des élections en 2023. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous plier aux caprices de ceux qui veulent nous retarder aujourd'hui, d'autant plus que nous savons qu'ils ont pris l'habitude de casser le sucre sur le dos des autres chaque fois qu'il y a du retard. Et étant aujourd'hui aux affaires, nous ne souhaitons pas être victimes de ce lynchage médiatique ou politique auquel on a habitué l'opinion congolaise lorsqu'une élection
prend du retard. Nous souhaitons que les choses se fassent conformément à ce qui est inscrit dans les textes légaux dans ce pays. C'est pourquoi nous voulons avoir une commission électorale nationale indépendante, parce que c'est elle qui a la plus grande responsabilité dans les préparatifs qui nous permettront d'avoir des élections à temps voulu. Un autre point, le gouvernement soutient le recensement général de la population avant 2023. Votre avis comparatif à ceux qui pensent qu'ils redoutent plutôt les glissements? Je ne sais pas si le type de recensement auquel le gouvernement pense, vous devez être mieux informé que moi, pourrait être de nature à empêcher que l'élection ait lieu dans les délais constitutionnels. J'espère que non. En tout état de cause, si recensement il y a, le gouvernement viendra nous expliquer la méthodologie qu'il compte utiliser à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, nous verrons quels sont les mécanismes à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que les élections ne puissent pas souffrir de cet exercice qui est tout à fait normal. Il faut savoir compter ceux qui vont voter, il faut savoir compter ceux qui sont majeurs et ceux qui remplissent les conditions de pouvoir porter leur bulletin dans les urnes. Voilà. Soutiendrez-vous la candidature de Félix Tshisekedi en 2023? Si mon regroupement politique est aujourd'hui dans l'Union sacrée pour la nation, ce n'est pas pour ne pas soutenir la candidature de celui qui a fondé l'Union sacrée pour la nation. Je pense que nous, lorsque notre congrès se tiendra, nous donnerons une réponse officielle à cela, mais je pense que vous devinez déjà le sens de notre réponse. Nous sommes membres de l'Union sacrée pour la nation. Si le président Tshisekedi sera le candidat de l'Union sacrée pour la nation, il aura naturellement le soutien de notre regroupement politique qui fait partie intégrante de l'Union sacrée pour la nation. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un mot pour clôturer? Le mot pour clôturer, je l'adresserai à ceux de nos compatriotes qui tirent un peu dans tous les sens pour retarder la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais leur demander d'avoir une pensée plus respectueuse pour le peuple congolais, de pouvoir comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce pays et que ce pays voudrait pour une fois respecter les rendez-vous qu'il prend avec lui-même. Il faut éviter de se dissimuler derrière des instances de la société civile pour empêcher un calendrier politique qui est déjà accepté par la grande majorité des Congolais de se dérouler conformément à la volonté de cette majorité. Et donc, il faut rapidement que ceux qui traînent les pieds à désigner leurs délégués au sein de la Commission électorale nationale indépendante puissent le faire. Je voudrais encourager l'Assemblée nationale, mes collègues députés nationaux, à ne pas céder aux caprices de ceux qui veulent retarder la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante pour quelque raison que ce soit. Parce que nous serons comptables de ce retard, étant entendu que c'est l'Assemblée nationale qui va devoir entériner cette commission, si tant est que des gens ne sont pas capables de se mettre rapidement d'accord pour désigner leurs délégués. Faisons en sorte que ceux qui peuvent se mettre d'accord pour désigner leurs délégués, s'ils ont le quorum, qu'ils soient mis en fonction pour que la commission commence à fonctionner en attendant les retardataires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Objectif 2023 des séjours est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.